Cercle Proudhon est la réunion de militants de l'Action française et de militants du syndicalisme révolutionnaire. Qu'est exactement le syndicalisme révolutionnaire? Alors le syndicalisme révolutionnaire, c'est la branche radicale du socialisme. C'est vraiment, c'est une philosophie basée sur essentiellement, intégralement basée sur le prolétaire, le prolétariat. Donc le syndicalisme révolutionnaire, c'est une idéologie entièrement prolétarienne. Donc voilà, c'est la gauche prolétarienne, révolutionnaire, anti-réformiste, c'est-à-dire c'est un mouvement qui n'admet aucune compromission avec ce qu'on appelle le système, c'est-à-dire avec la démocratie, avec les partis politiques, et plus étendu avec la bourgeoisie. La bourgeoisie, que ce soit au niveau des institutions ou même au niveau de la culture. Donc le syndicalisme révolutionnaire, il, il ne se ressent, il ne se projette qu'en tant que tout prolétaire. Voilà. Mais pour vraiment comprendre ce que c'est le syndicalisme révolutionnaire, il faut que je refasse un petit peu brièvement l'histoire de l'idéologie socialiste. Si on part de la révolution de 1789, la révolution de 1789, c'est l'avènement de la bourgeoisie, et de par le fait, c'est l'avènement de la démocratie bourgeoise, et donc c'est la création des masses, des masses ouvrières et de la classe ouvrière. Et donc si on part de là, toute la première partie du 19e siècle, les travailleurs ne sont pas considérés, comment dire, au plan politique. C'est-à-dire ils n'ont pas de droit d'association, il n'y a pas de grève à cette époque, il n'y a pas de syndicat. C'est jusqu'en 1860. Je crois que dans les années 1860, ils obtiennent le droit, par le droit d'association, ils créent des corporations en fait. Et donc on avance un petit peu, ces corporations, elles ont pour seul but elles sont pas du tout dans la prise de pouvoir politique, elles sont dans la défense des intérêts du prolétariat, intégralement. C'est-à-dire que travaillent sur des questions économiques, des questions mutualistes, collectivistes. On n'est pas du tout sur les petites guerres politiques. On n'est pas sur la prise du pouvoir, on est sur la défense des intérêts. Et plus on va avancer dans l'époque, plus on va avancer sur comment dire, remplacer le pouvoir, détruire le pouvoir en fait. C'est pas la prise du pouvoir, c'est la destruction du pouvoir qui va être l'idéologie par l'avènement et l'émancipation du prolétariat. Donc c'est ça le syndicalisme révolutionnaire, c'est vraiment radical, c'est anti-compromission. Mais ce qui va se passer, c'est que les syndicats, enfin les corporations vont devenir de plus en plus importantes. Et en 1895 va naître, c'est la naissance de la CGT, donc la Confédération Générale du Travail. Et avec la naissance de la CGT, on a vraiment, pour la première fois, un mouvement syndical français, puisque là, tout ce que j'explique, c'est quand même basé sur la France, un mouvement syndical français qui va s'imposer. Et, et en fait, dans l'histoire de l'idéologie socialiste, on a toujours eu deux visions qui se sont affrontées. C'est-à-dire que par cette naissance du mouvement syndical français, il y a deux visions qui s'affrontent. C'est la vision syndicaliste qu'on appelle réformiste, c'est-à-dire une vision de compromis avec le pouvoir en place, avec les institutions, avec les partis politiques, voilà, de deal un petit peu, de négociations, voilà. Et une deuxième frange qui elle est vraiment radicale, c'est-à-dire intègre, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire qui n'admet rien en dehors du prolétariat et qui ne vise qu'à la défense socio-économique.
le tout basé sur l'idée de la grève générale. C'est-à-dire que les prolétaires bloquent le système par des actions violentes, directes, au niveau de la grève généralisée. Donc c'est vraiment le syndicalisme révolutionnaire, c'est vraiment une rupture avec l'idéologie bourgeoise. C'est une rupture, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de presque, il y a presque comme une ascèse à ce niveau-là. C'est vraiment le prolétaire pour le prolétaire par le prolétaire. Et c'est la gauche authentique. Voilà, ça c'est le socialisme authentique et que on n'est pas, c'est pas du tout. Enfin, je pense que les gens comprennent, on n'est pas du tout dans, c'est pas le Parti socialiste. Le Parti socialiste, le Parti socialiste, c'est la lente décomposition de cette gauche sociale. Le Parti socialiste, c'est la fille du syndicalisme de compromis en fait. On a les classes laborieuses, on a le mouvement syndical, on a deux visions du syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, les syndicalistes de compromis. Le syndicalisme de compromis, ça va donner le Parti socialiste. Le syndicalisme révolutionnaire, ça donnera... bon, après, il y a la révolution de 17, donc ça donnera le Parti communiste, et ça donnera aussi le syndicalisme révolutionnaire à la Georges Sorel, et vraiment quelque chose d'authentique qui va disparaître un peu dans l'histoire, et qu'on ne sait plus trop où classer maintenant. Mais voilà, donc le syndicalisme révolutionnaire, gauche authentique et radicale. Quelle est la philosophie de Georges Sorel? Alors c'est important de connaître la philosophie de Georges Sorel, puisque Georges Sorel, c'est une des figures, c'est un des maîtres du cercle Proudhon, entre guillemets, puisque c'est le maître de Édouard Berthe, qui est un des protagonistes les plus éminents du cercle. Donc Georges Sorel ne fait pas partie du cercle Proudhon, pour que ça soit clair, mais le cercle Proudhon, donc c'est la réunion des militants de l'Action française et des militants du syndicalisme révolutionnaire, des militants soréliens, donc qui se revendiquent de la philosophie de Georges Sorel. Et tout le travail du cercle Proudhon, c'est d'essayer justement d'allier, de travailler à l'alliance des idéologies maurassiennes et des idéologies soréliennes. Alors Georges Sorel, je ne vais pas vous faire la page Wikipédia pour les dates et tout ça, mais Georges Sorel, c'est important de le dire, il vient de la petite bourgeoisie. C'est voilà, petite bourgeoisie française, patriote. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelqu'un qui... C'est pas Marx. Marx, il vient de la grande bourgeoisie, la très grande bourgeoisie urbaine. On n'est pas dans le même cadre. Lui, Georges Sorel, c'est un petit bourgeois qui a travaillé la plupart du temps en tant que polytechnicien, je crois. Mais donc ça, c'est pour situer l'homme. Au niveau de la réputation de Georges Sorel, c'est pareil, tous ces personnages-là, Sorel, Proudhon, on ne sait pas trop où les situer, mais Georges Sorel, on le présente souvent comme un théoricien, donc le théoricien du syndicaliste révolutionnaire, ça c'est vrai. On le présente comme un socialiste, on le présente comme un anarcho-syndicaliste, comme un marxiste, comme un révisionniste du marxisme, hein, je précise, ou même comme l'inspirateur du fascisme, puisque Mussolini s'est revendiqué de l'influence sorélienne. La philosophie de Georges Sorel, elle est exclusivement basée sur le prolétariat et sur l'émancipation, la libération du prolétariat. Pour faire un résumé en 3 temps, pour bien comprendre simplement la philosophie de Georges Sorel, il faut se pencher sur trois de ses œuvres majeures, qui sont la décomposition du marxisme, les illusions du progrès et réflexion sur la violence. D'ailleurs, je fais une petite bande-annonce. Les 3 ouvrages vont être réunis et réédités chez Contre-Culture, et ça me paraît évident. Donc, vous allez voir, on va comprendre la philosophie de Georges Sorel. D'abord, la décomposition du marxisme. C'est-à-dire que Georges Sorel, dans la décomposition du marxisme,
il atteste que l'idéologie, les outils marxistes doivent être actualisés, voire projetés différemment. Ils sont un petit peu dépassés déjà de par les événements et de par les événements qui sont passés fin 19e, tout début 20e. Et, et c'est pas assez radical en fait. Georges Sorel, il poursuit le marxiste, il poursuit Marx si on veut, ou il le dénonce, bon ça dépend les angles de vue. Il le complète en fait, pour lui c'est incomplet. Et c'est incomplet parce que ça prend pas en compte, c'est trop basé pour lui sur l'économique et social, et ça prend pas en cause, ça prend pas en compte les, comment dire, le système bourgeois dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le syndicalisme révolutionnaire, on n'est pas sur une attente du capitalisme qui va, de sa course folle, qui va se dégrader et créer l'avènement du prolétariat avec le communisme. Le syndicalisme révolutionnaire et la philosophie de Georges Sorel, c'est une philosophie de l'action, de la prise en main, donc c'est influencé par Bergson et par Nietzsche notamment, c'est les figures revendiquées par Georges Sorel. Et voilà, c'est vraiment une rupture totale, mais quand je dis totale, c'est vraiment une rupture intégrale avec la bourgeoisie, avec le système bourgeois. Donc à tous les niveaux. Voilà. Et c'est ce qui reproche un petit peu au marxisme. Et si on passe à son ouvrage suivant, qui sont les illusions du progrès, c'est que Sorel, dans celui-là, démontre que la phrase, hein, c'est une citation, les idées dominantes d'une époque sont les idées dominantes de la classe dominante, sont les idées de la classe dominante. Les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante. Donc c'est-à-dire que pour lui, donc, il travaille sur le 19e siècle, l'idéologie du progrès est l'idéologie phare et première du 19e, et il démontre dans cet ouvrage que c'est l'idéologie de la bourgeoisie. C'est l'idéologie de la bourgeoisie par ses créateurs, entre guillemets, mais aussi par sa praxis, c'est-à-dire que l'idéologie du progrès, elle est nécessaire à la domination socio-économique de la bourgeoisie. Et à partir de ce constat, Georges Sorel en arrive aux réflexions sur la violence, c'est-à-dire que pour lui, il faut totalement s'émanciper de ce système bourgeois. Donc il faut s'émanciper de l'idéologie du progrès, il faut s'émanciper de toutes les institutions, de tout ce qui est la bourgeoisie. Donc c'est une rupture radicale. Et dans les réflexions sur la violence, le combat de Georges Sorel, c'est de donner au prolétariat une culture, une vision, un ensemble qui lui est propre. Donc c'est-à-dire, lui s'appuie sur le mythe de la violence et de la grève générale pour vraiment émanciper et dépasser la civilisation bourgeoise. C'est une rupture radicale. Qui est Édouard Berthe ? Édouard Berthe, c'est important d'en parler aussi, puisque c'est le protagoniste majeur avec Georges Valois du Cercle Proudhon. Édouard Berthe, c'est le disciple, c'est le principal disciple de Georges Sorel. Donc c'est vraiment le représentant de la philosophie sorélienne au Cercle Proudhon. Mais c'est pas juste son disciple, c'est aussi son ami. Certains disent son admirateur. C'est un auteur aussi. Il est théoricien également. Moi, je trouve que Édouard Berthe, il prolonge, il décrypte même Georges Sorel, parce que je dois l'avouer, Georges Sorel, c'est très très intéressant, mais Édouard Berthe, je trouve qu'il y a quelque chose dans la plume qui est beaucoup plus clair, vraiment c'est ça, j'ai l'impression qu'il décrypte Georges Sorel, il nous le livre sous un autre jour. Moi, je comprends beaucoup mieux Georges Sorel quand je lis Édouard Berthe. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un vraiment, c'est vraiment une plume à découvrir qui écrit très bien, qui est très engagé. C'est vraiment, comme on dit, au vitriol. Moi, je pense que c'est même quelqu'un qui prolonge Georges Sorel.
Édouard Berthe, il est influencé donc, par Sorel, mais aussi par la lecture de Proudhon, par Marx forcément, par Nietzsche aussi, par Bergson. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc avec Valois, donc c'est la plume principale du cercle, donc sous le pseudonyme de Jean d'Arville. Et puis bon, pour rentrer dans la philosophie de Georges Sorel, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, d'Edouard Berthe, c'est la même chose que la philosophie de Georges Sorel. Donc on est vraiment sur le décryptage des racines bourgeoises. Peut-être que Berthe est plus véhément, plus engagé, il est plus sur le terrain, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se retrouve au Cercle Proudhon. Il est peut-être plus en avant même sur la critique de la démocratie, voilà, de la bourgeoisie. Le, Édouard Berthe, il a identifié également il a identifié les racines bourgeoises du 19e siècle et de la démocratie, de l'idéologie du progrès, de tout ça. Donc c'est pareil, comment dire, c'est une rupture totale aussi avec la bourgeoisie. Berthe, il est au même titre que Sorel, c'est un admirateur des valeurs antiques. C'est-à-dire que c'est un admirateur des Grecs, c'est un admirateur de l'héroïsme, des valeurs oui, de l'héroïsme, de la guerre, entre guillemets, des valeurs guerrières, voilà, de ce qu'il appelle des vertus, d'une certaine forme de violence, donc c'est ça qui le rapproche de Sorel, et, euh, et de Nietzsche aussi par tous ces aspects de la puissance, la foi, la virilité, le surhomme. Bon, on n'a pas vraiment dans le cercle Proudhon, on n'a pas les thématiques du surhomme, tout ça, mais ils mettent en valeur vraiment les vertus guerrières, les vertus masculines, les vertus héroïques, voilà, les valeurs de loyauté, d'honneur, dignité, enfin, toutes ces valeurs qu'on attribue à des gens à la droite. Et, euh, et eux, ce sont des gens de gauche qui se revendiquent de ça, en plus de leur patriotisme. Donc c'est ça de leur patriotisme. Donc c'est ça qui est intéressant chez Berthe et Sorel et, et au Cercle Proudhon. Quel est l'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon? L'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon, c'est en dehors des plumes et de certains militants. Il y a sur les 8 fondateurs, il y a que deux syndicalistes révolutionnaires à la base, hein, Marius Riquier et Édouard Berthe. Il faut reconnaître que c'est l'Action française quand même qui a fourni la structure, les locaux, le plus de militants aussi au Cercle Proudhon, même si officiellement le Cercle Proudhon est indépendant et ne fait pas partie de l'Action française. Donc l'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon, déjà il faut préciser que le premier pas dans ce rapprochement entre syndicalistes et nationalistes royalistes, c'est Georges Sorel qui l'a fait. Georges Sorel en 1908, dans une revue italienne syndicaliste, il a fait l'éloge de Charles Maurras et de l'Action française, en disant que les Maurassiens paraissaient pour lui les plus grands. Enfin, en 1900, au début du XXe, pour lui, c'était les vrais tenants d'une contre-révolution et d'un esprit français. Et d'une certaine manière, c'était un peu l'avenir. Il faut dire qu'à cette époque, Sorel et Berthe sont assez déçus du socialisme, du syndicalisme et des classes ouvrières. Et ils se tournent un peu plus vers le nationalisme, sans adhérer totalement au royalisme ou même à l'Église, mais ils ne s'interdisent pas du tout ces questions-là. Donc l'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon, ce sont toutes ces thématiques, toutes les thématiques des travailleurs,
de la production, des ouvriers, voilà, des corporations, de l'organisation sociale, puisque les monarchistes, les militants de l'Action française sont plus sur l'organisation au niveau une hiérarchie supérieure. Les syndicalistes révolutionnaires apportent toute la thématique économico-sociale et la critique, en faisant eux la promotion d'une culture et d'une morale prolétarienne. Voilà, puisque le combat de Berthe et de Sorel, c'est quand même l'avènement d'une société de producteurs. Une société de producteurs, c'est-à-dire de producteurs indépendants, et c'est pas contradictoire avec une société de producteurs, enfin toute la thématique toute la problématique du cercle Proudhon, c'est justement de savoir est-ce qu'une société de producteurs est incompatible avec une monarchie? Est-ce qu'une société avec un roi à sa tête peut quand même être une société d'émancipation et d'indépendance, de liberté pour les ouvriers vus comme des producteurs. Donc c'est ça l'apport du syndicalisme révolutionnaire au cercle Proudhon. Pour, euh, pour bien voir quel est l'apport, il faut lire Les méfaits des intellectuels de Berthe, puisqu'il écrit ça dans la foulée, juste après la fin du cercle, et c'est vraiment comment dire, le constat de cette expérience. Et on retrouve tous les ressentis et toutes les analyses du cercle dans les méfaits des intellectuels.